de toute façon, le temps nous le dira. Donc, j'aimerais juste ton temps de prise de parole. Bienvenue dans le live. Ton point de vue sur la question, et puis on va refaire le tour avec Fred. Bonsoir déjà à tous. Bonsoir, Moi, Germain. c'est Fernand. Je fais du trading des actions et des cryptos. J'interviens ici parce que j'ai suivi Docteur Crypto hier et ça tombe bien parce qu'il fait beaucoup de choses. On Au fait, t'entend pas déjà, bien. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? là, vous m'entendez? Oui. Là, vous m'entendez là? Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Au fait, si vous voulez, déjà pour commencer, moi, c'est Germain, j'habite en Suisse et j'ai des connaissances en actions et en crypto-monnaie. Mhm. Déjà, pour que beaucoup de personnes sachent ici, c'est que Fincrest Trading est enregistré à Dubaï comme entreprise qui commercialise les téléphones et les vêtements. C'est vrai ça? Je peux vous donner le numéro et vous pouvez appeler de suite parce que J'ai moi j'ai vérifié. appelé. Moi j'ai appelé et si vous m'appelez de suite, tu simules une passation de commande de vêtements et de téléphone. Et je peux te donner le numéro. On va déjà commencer par ça. Mm. Le numéro, c'est le. Donc, voilà. Là, Le on entre numéro, vraiment c'est dans la le, rigolade. le numéro, c'est le plus 971 pour ceux qui veulent appeler. Mhm. Fincrest Commercial Broker LLC. La compagnie adresse 27 Floor au 527 Prime Tower Business Bay en fait. Vous avez tous les coordonnées. Ils sont enregistrés à Dubaï, pas en tant qu'entreprise qui investit dans les assets. Les assets, c'est tout ce qui est actions, produits Mhm. financiers. Mhm. Vous pouvez téléphoner de suite et vous-même, vous simulez une passation de commande. Ils vont vous dire, écoutez, on fait dans tout ce qui est téléphonie, vêtements, et j'ai même demandé quoi d'autre. Ils font aussi dans tout ce qui est conteneur. Avant de commencer à discuter, aller loin, et maintenant de deux, on va entrer dans le vif du sujet. Et si je me trompe, docteur Crypto pour me stopper parce qu'il sait qu'il a des connaissances en crypto. L'ImoCoin, ce n'est pas une blockchain. C'est un Mhm. jeton utilitaire. Mais qui Une a dit que blockchain, c'est une blockchain? monsieur, s'il vous Lévis, s'il plaît, te je plaît, vous laisse ai qu'il termine. posé. Je vais te laisser parler. Ouais, vas-y. Permettez-moi Fini, de termine. parler Ouais. et après vous pourrez poser des questions, s'il vous plaît. Le LimoCoin, moi j'ai suivi un interview de Sim lui-même sur YouTube où il parle de nous que blockchain. Mm. Et cette interview, vous pouvez aller regarder, ça fait 2 heures de temps. Il parle lui-même de sa propre blockchain, LimoSwap. Le problème, c'est que Limo s'adresse à des gens qui ne sont pas avertis dans le domaine. Et comme l'a dit quelqu'un ici avant, du moment où les autorités des marchés financiers d'un continent sont interdits, tu n'as plus le droit légalement de vendre un produit à quelqu'un. Ça veut dire que tu dois stopper ton activité, déjà de un. Et de deux, que tous ces leaders qui ont encouragé des gens qui peuvent aller en prison. Parce que dans l'investissement en finance, le racolage est interdit. Tu ne dois pas convaincre quelqu'un d'investir. Et si vous-même à défi, toutes les vidéos que vous allez regarder sur l'investissement en bourse, on vous dit toujours au début, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Parce que c'est la loi qui le dit. En France, on a la AMF. Aux États-Unis, on a la SEC. Au Canada, je ne connais pas parce que moi, je traite beaucoup des actions américaines et le marché américain et les cryptos. En France, je ne regarde pas parce qu'il n'y a pas beaucoup, les prix ne bougent pas beaucoup. Donc déjà, de un, tous les leaders qui ont parrainé quelqu'un, si vous poursuivez seulement cette personne, elle va en prison. Vous n'avez pas le racolage interdit en finance, dans la finance. Et de deux, pour parler de l'ImoSwap, tout ce monde qui regarde son swap, parce que le swap et la blockchain, c'est deux mondes différents. La blockchain, c'est soit en proof of stake, soit en proof of work. Proof of stake, c'est les gens qui vont stacker leur action pour fournir la liquidité et pour faire valider les chaînes, les blocs. Et le proof of work, c'est ce qui mine. Donc là, maintenant, il faut de l'électricité, des cartes graphiques très puissantes. Le LimoCoin, déjà le 8, le LimoCoin est développé sur la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain et non sur Ethereum. Le jeton a été développé sur la Binance Smart Chain, déjà de 1. Mon frère, informez-vous au minimum. Ne venez pas donner de la désinformation. Monsieur, Il y a deux contrats. Ils ont deux contrats. écoute.
Informez-vous au minimum. Il faut lire au moins le white paper pour venir nous dire que le white paper est en ligne. Il y a deux contrats. Dans l'un des contrats, il n'y a que 4. Attendez, laissez-moi finir de parler. Et je vais vous prouver par A plus B. Le premier contrat qui a été créé, le jeton a été déployé sur la blockchain de Binance Smart Chain. Le deuxième contrat qui a été déployé, il n'est pas déployé sur Ethereum. Il a permis aux gens d'échanger sur Ethereum. Donc, c'est un nouveau contrat qu'il a ajouté. Et ce contrat-là, lui, il détient plus de 65% des jetons. Et si tu me permets, je peux te mettre la caméra, moi, je vous montre sur les écrans. Moi, je n'ai pas parlé des histoires à raconter à dormir debout. Moi, je parle avec des preuves. La finance, ceux qui font des actions, Docteur Crypto, tu le sais très bien. Quand tu veux investir dans une action, il y a ce qu'on appelle le risque factor de l'entreprise qui te dit les risques que tu cours. Et ce risque factor dit aussi, l'entreprise, tous les trimestres, elle a le droit de mettre le bilan de l'entreprise. Combien elle a engagé, combien elle gagne et combien elle a perdu si elle est en déficit. On appelle ça le Q1, le Q2, le Q3. Ici, c'est le DQ, le Q1, le DQ1, le DQ2, le DQ3. Et au 4e trimestre, c'est le 10K. Le 10K recense toute l'année des mouvements de l'entreprise. Et ceci, tout investisseur dans une entreprise, à tout moment, tu peux appeler l'actionnaire. Le propriétaire de l'entreprise, tu dis, écoute, envoie-moi le bilan. Une fois qu'il a déjà publié le bilan, et ça doit être public à tout le monde. Et moi, tu donnes un site. Tape bamsec.com. Tu mets n'importe quelle entreprise américaine que tu veux. Tu tapes le ticker, tu auras les informations. Tous les trimestres sont publiés. Et même quand il y a les nouvelles, quand il gagne un contrat, c'est écrit, c'est le 8K qui est écrit. Il va mettre, j'ai gagné un contrat de 10 milliards avec l'entreprise de tant. Le contrat débute en telle année, en telle année. Tous les investisseurs doivent être avertis à temps réel. C'est pour éviter les délits d'initiés. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans les actions, il y a les actionnaires privilégiés et les actionnaires ordinaires. Ouais. Le Limocoin, si vous allez sur CoinMarketCap, leur contrat a déployé 2 milliards d'actions. Leur contrat. Dans le nombre d'actions que le contrat pourra seulement déployer, il est de 2 milliards de jetons. Mais actuellement, les jetons qui sont disponibles à l'échange entre moi et vous, c'est de 1,65 milliard. Et la capitalisation boursière de CoinMarketCap que vous voyez sur CoinMarketCap, elle est de 64 millions. Cette capitalisation boursière, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que c'est l'estimation du prix par rapport au prix actuel. Donc, c'est le nombre d'actions sur le marché multiplié par le prix actuel. Donc, les 1,65 milliard multiplié par 0,034, c'est ça qui donne cette capitalisation boursière. Entre-temps, CoinMarketCap affiche ça pourquoi? Ils affichent ça parce que, pour le moment, il ne faut pas certifier. C'est pourquoi, dans une autre case, c'est écrit capitalisation du marché 0. Parce qu'ils n'ont pas encore passé l'audit. Si vous allez sur CoinMarketCap, à côté de la capitalisation boursière, ils ont mis un criant. Et c'est écrit dessus, cette entreprise n'a pas encore passé d'audit. À ce que je sache, je sens que tout le monde qui est ici, c'est quoi une audit? Un audit. Un audit, ça veut dire que l'entreprise a justifié par les bilans financiers et la comptabilité qu'elle dispose. C'est 65 millions. Actuellement, qui représente ce montant. Et que l'entreprise existe, qu'elle a une licence d'exercer. Mais le problème, c'est que sur CoinMarketCap, ils sont comme le bon coin. Tant que tu n'as pas passé d'audit, ils te mettent un client et ils mentionnent bien à tous les investisseurs. Ces jetons, il n'a pas encore passé d'audit. Donc, les documents, les informations que vous voyez ici, il ne faut pas les prendre, considérer comme vraies. Déjà de 1. Et de 2, si le LumoSwap, le swap, c'est une plateforme comme PancakeSwap. Ça permet aux gens de librement d'échanger leur Limocoin avec d'autres jetons. Mais entre-temps, ce swap-là, il n'est pas en corrélation avec l'action du prix du marché. Je m'explique. Quelqu'un qui a mis 65 000 $, logiquement, si le prix baisse, dans son compte à lui, dans le terminal, son compte doit aussi baisser. Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'exprime mal. Logiquement, quelqu'un qui a mis 1 000 $. Vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez.
Vous ne savez vraiment pas quoi parler. Monsieur, parce que vous entrez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, vous donnez des éléments, vous mélangez pour en faire de la crédibilité. Moi, je dis, c'est quand même parler des choses que vous savez. Déjà, de un, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi finir de vous expliquer et quand vous allez finir, moi, je vais vous écouter. Et si vous dites que je mens, moi, je vous dis tout ce que je vous dis ici, vous pouvez aller le vérifier vous-même. Déjà, de un, le prix en corrélation, n'est pas en corrélation avec les swaps déjà, avec le limo swap. Comment se fait-il que quelqu'un qui a 10 000 $ dans son compte, l'action est passée de 0,0, mais son compte ne bouge pas? Est-ce que vous connaissez quand Lehman Brothers a fait faillite en 2008? Quand Lehman Brothers a fait faillite en 2008, les particuliers dans leur compte, ils voyaient leurs millions. Mais ça n'a pas empêché que la banque fasse faillite. Parce que ce n'est que des chiffres. Et il y a des gens qui sont ceux qui manipulent ces chiffres. Et je vais vous dire quelque chose. Docteur Crypto, tu fais les cryptos. Un investissement où tu n'as pas le contrôle dessus, cette personne doit être déclarée comme gestionnaire de fonds. Dans le terme de la finance, on parle de hedge fund. C'est les gestionnaires de fonds. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'État. Donc, ça veut dire que lui, si on comprend que toi, lui, te dit, tous les mois, je te verse tel montant. Dans le Bliman, les gens qui sont là-bas dedans, beaucoup, c'est les gens qui ne connaissent pas. Tu as dit que tu les verses tel montant chaque mois, mais maintenant, tu les envoies vendre les limos. Et pourtant, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Donc, déjà, il y a du flou dedans. Parce que les hedge funds, Bernard Madoff, ce qu'il a fait. Bernard Madoff, les gens l'ont fait confiance parce qu'il travaillait, il était le directeur du New York Exchange. Donc, ils se sont écoutés, comme c'est quelqu'un dans le système, on le fait confiance. Mais, le limo coin, les gens qui ont investi dans la première version, ils ont acheté des packs. Mais qu'est-ce qui vous fait, comment vous allez gagner l'argent en vertu de quoi? Comment il va générer des fonds? Parce que la compagnie de transport, Sim Airline, là, il faut appeler, réserver un vol. Moi, j'ai appelé pour réserver. Il n'y a aucun vol, tu ne peux même pas réserver. Moi, j'ai appelé. Donc, quand vous allez venir parler, ici, que oh, tu ne maîtrises pas, moi, je parle avec les preuves. Je vous ai donné le numéro de Simcrest à Dubaï qui vendait les téléphones. J'ai appelé l'entreprise en Centrafrique de le numéro pour réserver les vols au Cameroun. Mais je vous donne le numéro si vous voulez Simcrest, Sim Airline. Le numéro de téléphone, c'est quoi? C'est plus 237 679 517 481. Appelez vous-même, appelez. Vous me dites que non, il n'y a pas de vol. Je vais vous dire quelque chose. Au Nigeria, tu peux louer les avions. Tu décides qu'on met tes logos dessus, tes initiales dessus. Exactement. Entre nous ici, vous tous ici, vous connaissez quelqu'un qui s'est fait au Cameroun, qui a construit sa maison, on l'envoie les photos, mais qui n'arrive au Cameroun, qui passe, il n'y a pas de maison. Vrai ou faux? Donc, déjà, même, s'il faut commencer à parler, si je dois vous dire tout ce que j'ai trouvé comme recherche dedans, là, vous allez, les gens vont s'évanouir. Donc, je ne peux même pas continuer. Et en plus, et d'autres, j'ai encore oublié quelque chose. Pour terminer, ouais. Docteur Crypto, tu sais comme moi qu'en bourse, l'action ne peut pas chuter. L'action est partie, une action qui a 2 milliards de jetons, elle est partie un matin de 2 $ à 12 $. Est-ce que vous connaissez comment une action fait pour quitter de 2 $ à 12 $? Il faut que 1 milliard soit ancré fois 12 pour que l'action quitte de 2 $ à 12 $. Mais allez dans MarketCap pour taper données de transaction. Une action qui est quittée de 2 $ à 12 $, l'une de transaction, 120 000 $. Ce n'est pas bizarre. L'action a été manipulée par 7 adresses. Je peux vous montrer les adresses. Vous avez une TSK. Elle a été manipulée par 7 adresses et cette adresse détenait plus de 65 millions. Plus de 65% de la crypto. Donc, quand les gens vont venir parler là, avant de venir parler, moi j'invite les gens à faire des recherches. Les gens qui vont venir défendre ici, on n'est pas là pour défendre. On est ici pour aider les frères. Parce que moi, je connais personnellement quelqu'un qui a dit... C'est pas une question de défendre. Tout projet qui est lancé en crypto commence à avoir une seule. Vous pouvez voir la bubble map. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Bon, ok. Si on a mis 2 milliards sur la blockchain Ethereum, c'est parce que la LM20 va être une multi-chain entre DS20 et la blockchain Ethereum. J'ai une question. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. J'ai une question. C'est quoi la multi-chain?
Parce que vous parlez des choses que vous entendez souvent dans les bars. C'est quoi la multi-chaîne? Déjà, c'est quoi la différence entre une blockchain et un swap? Voyez le wallpaper est en ligne. Allez sur le site de l'image. Même moi, je peux écrire ça. Déjà, de un, son wallpaper, il ne parle de rien. Il ne parle de ils ont décliné un processus étagé. Un processus étagé qui est clair. Monsieur, je ne vous connais pas. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Ça ne contient rien. Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes nul à chier. Vous ne connaissez rien. Vous êtes là pour vendre aux gens du rêve. C'était de dire aux gens n'importe quoi. Dites aux gens la vérité. Jamais, chacun son point de vue. Je ne veux pas permettre que tu... Oui, c'est mon point de vue, mais il ne me dit pas que je ne connais rien. Parce que tout ce qu'il raconte est du n'importe quoi. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'appelle à tous les panélistes. Ouais. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas de... Monsieur Germain, calmez-vous. Chacun donne son point de vue, s'il vous plaît, sur la question. C'est quelque chose que je peux comprendre. Les gens qui ont mis l'argent dedans, ils sont très captivés parce qu'ils veulent savoir comment ça fonctionne. Tu as fait une bonne analyse, Germain. Déjà, merci pour cela. Donc, Franklin. Oui. Franklin, tu sais, je te suis depuis tes vidéos que tu parles d'Allemagne, comment venir. Hein? Moi, je ne t'ai jamais sur les réseaux. Mais c'est parce que là, j'interviens pour aujourd'hui, parce que je connais quelqu'un, son papa, il a perdu 100 000 euros dedans. Il habite en Belgique. Et j'avais dit au gars, ne mets pas l'argent dedans, il a mis l'argent dedans. Donc, quand je vois les gens comme ça qui travaillent pour eux, ils viennent dire des choses ici. Ils essaient de dire aux gens, écoutez, prochainement, ne faites pas comme ça, faites comme ça, faites comme ça. On n'est pas là pour se voler entre nous. Il faut dire aux gens la vérité, écoutez. Et moi, comme était dit ici, les informations que je t'ai données, tu peux aller faire des recherches. Va faire des recherches. Parce que les gens, beaucoup viennent parler ici, mais ils ne font pas de recherches. Parce que tel a parlé, Docteur Crypto, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Mais les Bliman là, normalement, vous pouvez demander, tous les investisseurs peuvent demander le contrat à tout moment. Ils peuvent demander le bilan financier, comment ils génèrent l'argent, comment ils paient l'argent. Parce que vous devez déclarer ça dans les impôts. Vous ne pouvez pas le faire en justice. Tout à fait, vous retirer vos impôts. Ouais. Il ne peut pas le faire en justice. Parce que pourquoi? Le moment où tu as le poussé en justice, on va dire, est-ce que tu as déclaré cet investissement? Tout à fait. Non. Tous les leaders qui encouragent les gens là, eux là, c'est des prisonniers ambulants tous. Parce que le racolage est interdit dans la finance. Même toi, tu n'as pas le droit de... Tu dois mettre en bas ici, ce n'est pas un conseil d'investissement avant de commencer ton live. Parce que quelqu'un peut entendre parler de Liebman ici, il dit, écoute, dans la vidéo de Franklin, j'ai entendu parler de veulent investir. Et il te poursuit parce qu'il a perdu l'argent. Hein. Donc, avant de faire ce direct, il faut bien mettre en bas, s'il n'est pas un conseil d'investissement. Parce que l'AMF en Europe, il te poursuit en justice. Quelqu'un paye de l'argent. Il y a des gens aux États-Unis qui ont payé l'argent à quelqu'un qui ne connaissait même pas. Parce qu'ils sont tombés sur une vidéo, ils parlaient d'une action ou bien d'un jeton. Et ils ont payé des gens qu'ils ne devaient pas. Nabil, par exemple, Nabil, elle a payé 20 000 euros ici. Parce qu'elle faisait la promotion du Bitcoin. Il y a beaucoup de ça qui ont payé des millions comme ça ici. Parce qu'ils parlaient du Bitcoin, les gens sont allés ont payé, ils ont poussé en justice. Bref, moi, je vais m'arrêter là. Ok, ouais. Je vais m'arrêter là parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Et je te jure que si comment tu appelles de ça ici, les gens vont s'évanouir. Les gens, ils vont s'évanouir. Donc, c'est mieux qu'on arrête là. Mais le côté que j'ai déjà dit là, les gens peuvent aller faire leurs recherches. Ils peuvent aller vérifier, ouais. Ils peuvent aller vérifier. Tout à fait. Non, c'est clair qu'on ne pourra pas terminer la question en un live, mais le plus important, c'est que si jamais, parce que c'est clair que c'est une phase difficile pour l'entreprise, il y a, un paramètre, notamment le payout qui est peut-être un problématique. Moi, je souhaite, hein, comme tout le monde, que ça se rétablisse et que les gens puissent peut-être retirer l'argent. Et même si les gens perdent l'argent, qu'on puisse au moins les expliquer pourquoi l'argent a été perdu. Mais le plus important, c'est que les gens puissent apprendre, peut-être si c'est une erreur, apprendre des erreurs. Tino l'a bien mentionné, qu'écoute, il ne faut pas investir de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, quoi. Tu parlais du rapport tout à l'heure par Germain avec les 100 000 euros de quelqu'un de la Belgique. 100 000 euros, quand même, c'est une somme quand même assez conséquente. Je pense que mettre de l'argent comme ça sans l'argent qu'on n'a pas investi, ce n'est pas aussi une bonne chose, quoi. Comme il dit, le système en lui-même, ça aurait été n'importe quel système. Je pense qu'en tant qu'investisseur, on doit quand même avoir des bases et un peu de retenue aussi quand il s'agit d'investissement là. Je vais donner... Oui, vas-y. Ouais. Je voulais te dire un truc, un dernier truc. Les gens qui parlent de cartes, il ne faut pas qu'ils confondent des cartes de crédit qui ont été déployées par les banques accréditées et les cartes prépayées. Parce que les cartes en question, c'était des cartes prépayées. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait la carte.
c'est une carte prépayée. Les cartes prépayées, tu peux rester dans le tabac ici et tu imprimes le logo dessus. Donc, ces cartes-là, elles sont chargées par les Yebleman. Quand il décide de te mettre 20 euros, tu mets 20 euros. Quand il veut te mettre 50 euros, tu mets 50 euros. Tu comprends? Mais je pense que le problème, c'est que, comme tu as dit, le but ici, ce n'est pas de monopoliser la parole. Et le but ici, c'est d'essayer d'éclaircir ceux qui n'ont pas de connaissances. Il faut qu'ils comprennent que prochainement, avant d'investir dans quelque chose, voilà le processus. Mais en soi, moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est courage. Personnellement, parce que n'attendez pas votre argent, n'entamez même pas les procédures en justice, parce que en tout ce qui concerne la finance, le délit, ça serait constaté, ça serait consommé comme escroquerie, donc c'est maximum 5 ans de prison. Non, c'est clair, il faut faire attention. Mais justement, mais jamais la partie d'impôt, par exemple, pour tout citoyen, ceux qui vivent ici en Allemagne ou en Europe en général, si vous investissez dans quelque chose, vous pouvez faire voilà, ça de vos impôts. Il n'est pas interdit de perdre un investissement, même des investissements légaux, tu peux perdre de l'argent, c'est clair. Et puis on peut même quand tu perds, de l'argent dans l'investissement, tu dois le déclarer comme l'argent que tu as perdu. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce n'est pas seulement quand tu as gagné. On déclare aussi les impôts négatifs. Et au contraire, si tu as perdu de l'argent même, ça te permet encore de payer moins d'impôts. Tout à fait. Mais les gens, par exemple, qui sont aujourd'hui, parce que peut-être le limon est en baisse, s'ils avaient, en fait, après toi, s'ils avaient déclaré, même quand ils faisaient des gains, ils auraient pu déclarer également cette perte ici. Tu déclares du moment où tu retires l'argent, que tu vas l'utiliser. Mais tant que ton argent est encore tourné en bourse, ça peut rester là pendant des années, tu ne déclares pas. C'est au moment du retrait. Et en plus, les crypto-monnaies actuellement en Suisse, si l'investissement a duré une année, tu ne payes plus d'impôts dessus. Parce que dans la blockchain, il y a les dates, tu peux suivre sur Internet, tu peux suivre quand tu es entré dans une nation et quand tu es sorti, ça fait plus d'un an, tu ne payes pas d'impôts. Sur les cryptos en Suisse. Bon, dans d'autres pays, honnêtement, je ne vais pas mentir, je ne connais pas vraiment. Tu vois. Mais après, en soi, les Yebliman, c'est un peu une pyramide de Ponzi, c'est juste une pyramide où il a abusé des gens, où les gens, parce que la plupart des gens, c'est les membres de la famille, c'est les amis, et en fait, c'est du racolage. Ce n'est pas la pyramide de Ponzi, c'est vraiment abus de confiance des proches. C'est ce qui s'est passé, au fait. Ok, en tout cas, bon, voilà, de toute façon, je vais organiser peut-être encore un autre plateau pour qu'on échange. On va faire un dernier tour de parole de chaque personne. Je vais donner la parole à Dr Crypto et on va faire le tour avec Fred, ainsi de suite. Alors, Dr Crypto, tu es peut-être celui le plus expérimenté. Moi, personnellement, je n'ai pas encore investi dans les cryptos. Ma première expérience dans les cryptos, c'est dans le OneCoin en 2015, où j'étais justement, et j'ai été conseillé par un ami où j'ai mis mes 600 euros, j'ai perdu là-dedans. Et comme je dis, ce qui m'a sauvé, c'est justement de mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre, quoi. Et l'idée, il y avait justement, ça venait de la Pologne, je pense bien, et ça avait également été promu que dans 5 ans, donc j'aurais été aujourd'hui millionnaire, hein, 7 ans après, s'il l'a fait avec marché, quoi. Mais bon, voilà, j'ai perdu, c'est pas grave. Mais le plus important, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas les seuls à perdre, et l'idée, c'est vraiment d'édifier les gens. Parce que quand on connaît, on peut éviter ces choses-là. On m'a approché plusieurs fois. Il dit, écoute, mais franchement, tu as une visibilité aujourd'hui, utilise ton plateau pour vendre des cryptos, prends ce truc, c'est bien. Mais étant déjà parti déjà sur les OneCoin qui avaient également la même effervescence, j'ai pris du recul, j'ai analysé. Et l'élément perturbateur dans ces choses-là, c'est que quand vous demandez concrètement le produit, généralement, on ne vous montre pas le produit, quoi. On vous dit crypto-monnaie, on vous dit ceci, mais dans quoi exactement? OK, on investit en bourse. Dans quel marché boursier? Vous investissez dans quoi? Dans quelle société? Apple, dans quoi? Voici, il n'y a pas quelque chose de palpable. Et généralement, quand vous n'avez pas ça, ça peut vous commencer déjà à vous inquiéter, en fait. Mais l'auteur crypto, dis-nous, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement pour les personnes qui ont investi beaucoup d'argent? Est-ce qu'il y a une issue de ton point de vue? Moi, je pense, je trouve deux issues ici. Et j'espère que Yeblima va explorer ses faisabilités. Il y a une chose, soit permettre quand même à des gens de pouvoir récupérer leur mise, surtout ceux qui sont en fin de contrat, honorer ces contrats-là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les 3 milliards sont disparus. Il a fait des investissements, certes, avec mais tous ces investissements ne vont pas valoir les 3 milliards et quelques. Et ce n'est certainement pas au niveau de la blockchain qu'il est allé mettre ces 3 milliards. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la capitalisation
autour de 63 millions. Donc, il y a une large marge. Voilà. Donc, la première chose, il faut qu'il essaye de résoudre ce problème-là en payant les gens. Alors, pour payer les gens, moi, je vois deux choses. Contrairement à ce que le monsieur qui défendait Lieblimal là disait, on peut payer au stablecoin. OK? Il peut le payer et garantir ce truc de $1 comme ça. Les gens n'ont pas forcément à venir swapper. Ils prennent leur USDT ou tout ce qu'ils veulent et ils vont dans la Binance et puis ils échangent, ils empaquent leur argent. Contrairement à ce qu'on dit qu'en payant aux gens avec les USDT, les stablecoins, ça voudrait dire que la valeur de Simcoin va diminuer. Mais c'est faux. Ça ne peut pas diminuer. Ça ne va jamais diminuer, tout simplement parce que si c'est des activités de trading qu'il fait, c'est les gains à la source qu'il redistribue. Ça n'engage pas les limo-coins, tout simplement. Les limo-coins ne sont pas... c'est-à-dire, si c'était justement parce qu'il libère les limo-coins, les gens vont aller vendre que le prix va chuter. Mais si tu le fais dans un autre token, ça n'engage pas le limo-coin. Donc, ça laisse largement le temps au limo-coin de grandir. Alors, une autre solution serait que de peut-être continuer avec le limo-coin, mais à marketer, ouvrir le marché là à d'autres individus qui vont ramener de l'argent. En fait. C'est pourquoi il faut marketer suffisamment ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire, le problème ici, c'est que quand tu vas poser la question à un Américain latino, en Amérique latine, il n'a peut-être jamais entendu parler de limo-coin ou quelqu'un en Europe. Ça reste toujours dans cette communauté de bouche à oreille. Sauf que ce ne sont pas eux qui sont les plus actifs sur la blockchain. Donc, il faut externaliser le marché, en fait. Il faut externaliser pour qu'il y ait du mouvement. OK? Alors, ils essayent de faire ça. C'est pourquoi ils sont allés sur L-Bank, qui est un marché surtout asiatique. Okay? Sauf que pour que les gens aillent acheter, sur L-Bank, ce qui se passe, c'est que les gens peuvent trader. Surtout quand on lance un nouveau coin comme ça, les gens vont vouloir acheter en se disant que peut-être ça va prendre de la valeur. L-Bank met des staking aussi pour encourager les gens à ne pas tout le temps en train de vendre, etc. OK? Il y a cette possibilité-là. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut marteler sur les réseaux sociaux, faire découvrir. Et justement, on a vu qu'il dit avoir les activités. Il faut servir de cela. Montrer concrètement ce que vous faites. Le problème, c'est qu'il n'y a pas quelque chose en face qui est de cette hauteur de 3 milliards. OK, de palpable, quoi. Voilà. Pas encore. Les villas là sont vides, les amis. On a vu les villas. Ces villas sont vides. Est-ce que les gens peuvent aller habiter? Vous voyez dans les canevas, quand on vous présente un real estate, comment on dit, les promoteurs immobiliers, regardez ce qu'on vous présente. C'est un contenu, garage, tout. Vous voyez, vous vous sentez habiter dedans. Vous êtes prêt à débourser l'argent. Mais quand on vous montre des vidéos comme ça, qui sont improvisées, j'allais dire, c'est problématique. Ça ne peut pas attirer un investisseur lambda comme ça. Et il faut payer les gens qui doivent venir être 24 heures sur 24 sur YouTube, Twitter, Telegram. Pour communiquer sur communiquer sur ce que vous faites. Et ce roadmap-là, honnêtement, ceux qui connaissent de la crypto savent que ce n'est pas un roadmap. Qui d'entre ces investisseurs peut dire le mois de février ou le mois de mars ce que Simcoin et Sim comptent faire? Une roadmap est censée détailler ça. C'est ça qui attire les gens. Et on suit. Le gars a promis qu'il va faire ça. Est-ce qu'il l'a fait? Etc. C'est ce qu'on suit dans la crypto pour permettre de dire que cet élément-là, il va délivrer. C'est ce qui manque ici. OK, merci. Il n'y a que des points, c'est-à-dire
très généraux dans leur roadmap. Merci, Dr. Crypto, pour ton point de vue. Je vais prendre Fred pour ton dernier mot sur la question. Oui, une dernière chose. Ouais. Je veux que les gens comprennent. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des scammers, mais on est sur la blockchain. Il y a des protocoles, des ensembles de choses qu'il faut faire pour que ta monnaie soit connue et soit tradée. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça va tomber. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, tu as dit en fait que les signes actuellement qui précurseurs ne sont pas bons, en fait, ne sont pas dans le sens d'apporter la crédibilité à l'entreprise, en fait. Exactement. Enfin, c'est juste une analyse, c'est clair. Voilà. Ok, Fred, vas-y. Je voulais soulever 3 points. Vas-y, Fred. Premier point, je voulais rappeler un truc que j'ai appris en sécurité informatique. Souvent, on dit le diable se cache dans les détails. Et dès le départ, un exemple était simple. Quand il vous a dit, on appelait ces monnaies dès le départ, on disait le limo coin, alors que ce n'est pas une crypto-monnaie. Tout simplement parce que ça fait directement allusion au Bitcoin et ça fait un flou dans l'esprit. Donc, ça veut dire que dès le départ, il y avait déjà pour moi cette volonté de flouer l'investisseur. C'était déjà planifié. Ce qu'on peut raconter maintenant, on peut dire, oui, c'est improvisé. Non, moi, je pense que c'était planifié parce que dès le départ, on avait bien fait de faire un amalgame entre la crypto-monnaie et le limo coin, alors que ce n'était pas une crypto-monnaie. Et ça a été conçu très clairement. Quand j'avais précisé le départ, au début, c'était assez clair. Qu'on mettait cet amalgame entre les deux pour créer une confusion et vous amener à croire que c'est une crypto-monnaie. Ce n'était pas le cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et comme j'aimais la montrer, la vérification, par exemple, pour les Émirats arabes unis, c'était assez facile à faire. On prend le site, on va à la fin, on voit, il est écrit sur son site, il fallait tout simplement regarder. Et là, vous aurez eu beaucoup d'informations. Rien qu'à la structure du site, ça donnait largement beaucoup de quoi, des informations pour pouvoir comprendre que c'était quelque chose de, pour moi, qui n'était pas sérieux. Et un autre point que j'ai trouvé très important, les gens disent, oui, on a vu des vidéos, on a vu, même s'il fait une très belle vidéo, une entreprise, c'est son bilan. Quand on vous donne un bilan, vous pouvez voir qu'est-ce que l'entreprise a fait. Et là, vous pouvez confirmer qu'effectivement, il a acheté un terrain à Accra, il a conçu un truc à Kribi. C'est là où je voulais en venir. Pour dire, vous dites qu'il a une compagnie aérienne, vous dites qu'il a des terrains à Kribi, tu te bases sur quoi pour le dire? C'était Poutine. Sur quoi? Et quand tu prends le bilan, tu vois toutes les activités de l'entreprise. Tu as une preuve, une pseudo-preuve, parce que Madoff a donné de fausses informations. Beaucoup. Il avait produit de faux documents qu'il a fournis à des gens. Parce qu'il savait que ces gens allaient regarder ces documents-là. Donc, tu dois regarder au moins ça pour savoir, oui, il dit effectivement, oui, il a une compagnie aérienne, c'est vrai. Parce que tu peux te dire, OK, sur ce document, peut-être tu as un numéro de transaction que tu peux suivre par d'autres moyens et t'assurer qu'effectivement, il a fait cela. Personne ne peut te dire quel crypto a été tradé. Personne ne peut te confirmer avec certitude qu'effectivement ce projet Kribi appartient à son entreprise ou bien vous avez investi dans ce projet, ni dans la compagnie, rien comme j'aimais la montrer. Donc, vous voyez, et comme je disais, la domiciliation même de l'entreprise, ça pose confusion. Puisque ici, on a discuté, on a dit, c'est on du Canada, c'est on dit ici, il est quasiment impossible de s'assurer même de la domiciliation de cette entreprise. Vous ne pouvez pas pour le moment nous donner une preuve concrète qu'elle est à l'endroit où elle se dit. Et le dernier point que je voulais aborder, je trouve seulement très méchant parce que c'est l'argent de nos parents que beaucoup ont pris pour mettre dedans. Pour ceux qui disent que oui, il y a certains qui disent qu'il faut aller entre lui et sortir et prendre son argent. Je dis c'est méchant parce que c'est l'argent de nos parents que vous prenez pour vous faire payer. Ceux qui ont fait entrer des amis, des cousins, c'est l'argent de ces amis et de ces cousins qu'ils ont pris pour se faire payer. Et je trouve méchant pour ceux qui savent, qui doutent que c'est un scam, par exemple, mais qui, malgré cela, ont invité des personnes à entrer à l'intérieur. Les gens sont sur un continent pauvre et avec un tel mécanisme, on a fait évacuer 3 milliards de dollars, si c'est vrai. Imaginez-vous 3 milliards de dollars tirés du continent pour pouvoir s'enrichir personnellement. Et je dis vraiment, je ne sais pas comment on peut défendre cela. Franchement, ça me fait mal quand je vois on essaie de défendre, est-ce qu'un seul moment nous expliquer. Je dis, c'est 3 milliards de dollars du continent. Les gens sont un continent des plus pauvres. Les plus pauvres au monde. Et on fait sortir 3 milliards de dollars. Combien d'investissements combien de compagnies, combien d'entreprises sur le continent auraient pu être développées à partir de telles sommes? Et ça doit aussi nous interpeller. On est prêt à mettre 400 000 dollars sur
des trucs pour se faire des intérêts, prendre de l'argent sur des personnes, parce que beaucoup se doutaient que ce n'est pas normal 37. Mais on ne peut pas mettre ces 400 000 dollars pour soutenir des structures, ou bien pour concevoir des structures sur le continent, ou bien pour investir sur... C'est dommage. Et je trouve que franchement, si cette histoire, c'est vraiment dommage. Si ça va être clair que ce ne sera pas une bonne chose du tout, avec les liens sociaux également que ça va gâter. Les couples qui vont se séparer forcément, si un des couples avait dit à son conjoint de ne pas faire, il a fait, et que ça savait que c'est vraiment le cas, que l'argent ne revienne plus, c'est clair que ça va aller dans tous les sens. Il y a Péniel qui nous a rejoint. Péniel, ton mot de fin sur la question et pour terminer, active ton micro et puis... Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Péniel. Merci beaucoup. Écoutez, docteur Crypto et son acolyte à côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre. Je suis un investisseur liépimal et je suis arrivé à la fin, j'ai investi de l'argent, j'ai fait des projets et je pensais pouvoir effectivement me rendre au pays pour concrétiser ces projets parce que j'avais fait une budgétisation mensuelle de ce que je pouvais retirer pour cela. Au-delà de tout ce que vous avez dit, je demeure, je laisse encore ma confiance à Monsieur Émile Parfessi. Je vais le soutenir jusqu'au bout, malgré tous les arguments que vous avez donnés. Mais je vais quand même faire l'effort de faire ce que quelqu'un a dit là, appeler, voir un peu tout ce que ça donne. Très bien. Maintenant, je veux relever quelque chose. En ce qui me concerne personnellement, moi, je ne connaissais pas le monde de la crypto. Or, le monde de la crypto, c'est le monde de demain. Lui, était ce passage du 1.0 au 1.2. Je n'aurais jamais connu la crypto-monnaie, peut-être autrement. Et moi, je suis dans un environnement fermé à ces choses. C'est-à-dire, l'environnement dans lequel j'évolue ne me permettrait pas sûrement d'être au courant de ça très tôt. Ce qui a fait en sorte que, bon, j'ai été obligé de me former rapidement et commencer à regarder et maintenant avoir un wallet et d'autres cryptos justement en soutien qui peuvent faire quelque chose demain. Donc, au-delà, et je chute pour ne pas prendre du temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aurais dû les dire pendant. Je vais organiser une autre émission, je pense. Voilà, donc je veux juste dire ceci. Lorsqu'on vous écoute, docteur Crypto et l'autre monsieur, c'est très bien, c'est cohérent ce que vous dites. Mais n'ayant pas écouté les autres arguments, parce que je suis allé regarder le livre Bonzi de l'autre côté de M. Émile Parfessi et son équipe, en qui j'ai confiance d'une façon détaillée comme vous l'avez fait, j'aimerais quand même que vous puissiez, parce que les informations qui ont été données au départ sont des informations erronées. Oui, il s'est enfui avec le machin, c'est ce qui a enflammé la toile en fait. Malheureusement, on commence par une information fausse pour avoir des zooms comme ceci. Vous voyez? Et là, ce n'est pas honnête et transparent. Donc, jusqu'à ce que M. Émile Parfessi et son équipe puissent, même pas, à mon avis, répondre ne serait même pas la chose, c'est simplement décanter, quel que soit le problème, rassurer et décanter les paiements. Je pense que quelqu'un a dit là tout à l'heure que c'est le problème de paiement qui crée tout ça. S'il n'y avait pas ce problème de paiement, ce retard de paiement, alors nous ne serons même pas en train de discuter. Et c'est parti d'une information comme celle-là. Donc, au-delà de vos conseils, merci beaucoup, de votre analyse, de votre expertise qui semble être très pointue, donnez quand même, laissez un couloir de voir comment ça va se passer et ne pas forcément prendre le coutelas et découper comme ça, comme si il n'y avait rien. Vous avez peut-être perdu l'argent de vos familles, très bien, mais nous autres, c'est pas des familles, c'est mon argent que j'ai mis dedans. Bien évidemment, c'est en train de ma famille. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. La prochaine fois, je ramènerai d'autres arguments aussi qui me permettent de tenir sur cette position. Merci beaucoup. Non, super déjà, Péniel. Ça se voit également que tu as investi et puis tu as la tête froide. Et c'est ça le truc, en fait. Parce que si ce que ça s'avère, il faut quand même émettre un élément de réserve. C'est ce que j'essaye de faire. Et justement, de discuter. Parce que derrière, on apprend. La connaissance que tu as aujourd'hui sur les cryptos déjà, c'est non négligeable, quoi. Parce que les cryptos en lui-même, en tant qu'objet d'investissement, est une bonne chose à la base. Mais il faudrait également regarder les éléments avant de s'y mettre à fond.
J'aimerais, attends, si tu permets, je prends Clark et puis toi, je te repasse. Donc, salut Clark et bienvenue. Bonsoir. Question pour terminer. Bonsoir. Moi, je vais intervenir sur le volet purement crypto, en fait. Et j'entends dire Émile Papesim est un génie, etc. Moi, je suis dans les cryptos depuis 2017. Curieux, je ne veux pas dire spécialiste. Mais ce truc qu'il a mis en place, c'est juste une réplication de certaines petites arnaques qu'on trouve souvent sur les blockchains, comme la Binance Smart Chain. OK? Quelqu'un met en place un smart contract, on va dire une application pour faire simple, je vais essayer de faire simple. Il crée un shitcoin. Il dit, vous investissez dans mon shitcoin et je vous donne 100 millions de pourcents, mais dans mon shitcoin. Il attire des masses, il attire des personnes qui n'y connaissent rien. Il voit la renta, 100 millions de pourcents, ils viennent acheter, la valeur monte, et lui, il se réserve un bag de souvent 60-70% de son shitcoin. Il vous laisse faire monter la valeur, et quand ça atteint une valeur qui le convient, il vide son bag, il récupère son argent. C'est juste ce que Sim a fait avec sa monnaie. Okay. C'est tout ce qu'il a fait quand il est passé au volet crypto. Il a passé les gens sur la blockchain. Il a fait transférer vos LimoCoin en vos Limo en LimoCoin. Il a fait son gros truc de Bangui. Il a dit, vous serez riche, regardez comment ça monte. Vous voyez tout ce que vous avez multiplié par le coût. Vous voyez comment vous êtes riche. Les gens sont venus, ils ont mis leur argent. Et qu'est-ce qui s'est passé aux alentours du 1er décembre? C'était prévisible. Hein? Et dans son livre blanc, je l'avais reçu, tu le lis, tu vois qu'il a 60% de toute la masse monétaire émise. Okay? Donc, pour quelqu'un qui s'est formé en crypto, c'est un des premiers trucs qu'on demande d'aller regarder sur une crypto. Lis le livre blanc, regarde la part de la monnaie que les développeurs ont. Okay? Et c'est clairement écrit dans son livre blanc. Et qu'est-ce qu'il a fait le 1er décembre? Il est passé de 60% environ de cette masse qu'il a, et il a évacué environ 8%. Hein. Ce n'est pas tout, 8%. Non. Là, sur la blockchain que vous allez, sur la Binance, il a environ 52%. Dans un de ses lives, il a dit, oui, j'ai la plus grosse part. Il a justifié ça par, vous croyez que je vous paye vos 37% en LimoCoin comment? Ça faisait bien rire. Donc, quand il a fait ça, il a vendu, ça a fait chuter le truc à 1, ensuite à 0. Et c'est sans pitié qu'il a fait, hein, sans pitié pour les gens. Donc, les gens qui ont mis leur argent là, pendant qu'on faisait le rabattage, c'est comme s'ils prenaient leur argent et ils le donnaient carrément à Sim. Aujourd'hui, il y a 3 gros portefeuilles là qui sont environ à... Parce qu'il y avait un portefeuille à 60 et 2 autres portefeuilles à environ à 30. Donc ces 3 portefeuilles, ça faisait 80. Donc aujourd'hui, ces 3 portefeuilles-là sont environ à quoi? On va dire 70. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient encore à son LimoCoin, là, tout ce que vous allez faire, c'est enrichir Sim. Parce que si vous allez continuer à acheter cette monnaie et faire monter le cours, lui, il va évacuer son bac de LimoCoin Swap. C'est vous qui allez donner la valeur à son truc. Et lui, derrière, c'est tout ce qu'il attend. Hein. C'est pour ça que la stratégie aujourd'hui, c'est toujours de dire aux gens, achetez les packs. Et la stratégie de dire qu'on va marteler pour que les gens achètent ça, c'est une mauvaise stratégie. Tant que la répartition en possession de ce LimoCoin Swap n'est pas équilibrée parmi les acquéreurs, ça ne sera pas quelque chose de décentralisé, ça sera quelque chose de centralisé par Émile Sim. Okay. Et il décidera toujours il pourra toujours décider de la valeur de ce LimoCoin Swap. C'est exactement ce qui s'est passé avec le dernier shitcoin, là, le Shiba Inu, où il y avait une grosse effervescence autour, les gens font monter la valeur, et je crois au milieu de cette année, une baleine, quelqu'un qui avait un gros bac de ce truc, a vendu un gros paquet, et il a fait chuter la valeur. C'est comme si tous les 100 millions de personnes qui continuent à faire monter la valeur ont juste transféré leur argent à cette personne. C'est tout. Il avait investi $5 000 et 8 000 dollars se couvre 5 milliards de dollars. Voilà. Et il a vendu. Donc,
Et absolument, c'est lui qui détient le stock, le jeton SHIB, parce qu'il détient toujours la plus grosse quantité. La plus grosse quantité, ok. Donc, quand vous investissez dans des trucs, à minima, essayez de comprendre dans quoi vous investissez. Essayez de vous documenter, essayez de comprendre. Moi, quand j'ai vu ce truc depuis novembre, quand ça a commencé, je savais comment ça allait finir. Quand je voyais la valeur de ce truc monter, je me demandais, mais qui achète cette monnaie pour la faire monter comme ça? Ce type attendait ces gens au tournant. Et donc, pour toi, il n'y a pas d'espoir, Clark. Pour toi, c'est clair que c'est quelque chose. Aujourd'hui, on dit qu'il faut marketer. Il faut marketer avec quelqu'un qui a un bac de 52% de la monnaie. À tout moment, il est là, il attend que la courbe monte. Et quand ça va encore atteindre un niveau qui le convient, il va évacuer une autre partie de son bac. C'est tout ce qu'il attend. Il est là derrière son écran. Croyez-le, c'est votre problème. Dans le contrat, déjà, il a mis des bots. C'est des bots qui font le crédit. C'est des bots qui achètent. À chaque fois que ça monte, 3-4%, ils revendent. Si vous allez sur Interscan, vous allez cliquer au fond à droite, vous allez voir qu'il y a des petits robots des chapeaux. Ça, ce sont des bots. Quand la personne a ajouté des robots dans le contrat, ça veut dire ce sont ceux qui manipulent le cours. Ils vont vendre par palier. Et quand ça remonte un peu, ils reprennent encore les bénéfices par palier. Ils vont vendre, ils vont acheter pour 2 Ethers, ils vont revendre pour 4 Ethers. Ce que je vous dis ici, vous pouvez le voir si vous allez sur Interscan ou bien Interexplorer. À la fin du contrat ou bien sur Dextool. À la fin du contrat, il y a des bonhommes avec des lunettes et quand la personne a ajouté des bots sur le contrat. Donc, déjà, le jeton de Liepman, il y a des bots qui sont dessus. Donc, dans le contrat, il a déployé des bots. Et je vais vous dire quelque chose. Monsieur Sim, il a fait la programmation algorithmique et la programmation, si vous allez sur Mogrika, moi je le connais. Ça ne fait rien de mystifier ce type-là. Ce type fait des choses accessibles à tout le monde. Il ne fait rien d'extraordinaire. Arrêtez de le mystifier. En 2011, il donnait des cours sur une plateforme qui forme des traders qui font la programmation pour les logiciels de trading. C'est en Inde. Si vous codez du VBA dans votre boîte, vous pouvez coder un logiciel de trading. Vous tapez pas des trucs mystiques, ok? En fait, les bots, ça peut être X individus comme eux, ok? C'est très varié. Les bots, après, il faut aller regarder dans le contrat et voir. Ouais. Les bots ont été ajoutés sur l'adresse des 4 détenteurs là, qui détiennent 60%. Les bots sont ajoutés sur l'adresse nulle. Si tu regardes la première adresse, l'adresse nulle, si tu cliques dessus, ça va te mettre que toutes les transactions. Mais sauf que toutes ces transactions-là, l'adresse là, elle n'a jamais acheté. Elle a reçu des airdrops. Tous les 7 adresses ont reçu des airdrops. En fait, des actions qu'il a déployées électroniquement, mais ce n'est pas des actions qu'il a achetées. Donc, elles sont en train de faire une distribution. Si tu regardes bien, c'est des out, c'est des in. Elles ont reçu des airdrops et c'est écrit à côté, c'est des parachutes, des jetons parachutes. Mais ils sont en train de vendre des jetons qu'eux-mêmes n'ont pas mis l'argent en fait. Exactement. Donc, tous les gens qui vont acheter l'Imocoin aujourd'hui, vous allez lui donner l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, on appelle ça que la il transforme ça en fiat, quoi, ou en stablecoin. Du coup, l'argument de dire qu'on va marketer dans ce contexte, ça ne servit à rien. Tant que la répartition de ce Limocoin entre les utilisateurs ne sera pas à peu près paritaire. Si les trois là détiennent 70% de tout le bac, ça n'a pas de sens d'un point de vue décentralisation. Okay? La blockchain, c'est la décentralisation. Le troisième point, c'est le point de vue utilitaire. Okay? Si on dit qu'il faut même marketer, il faut une certaine utilité à cette monnaie-là. Okay? Aujourd'hui, on sait le Bitcoin, l'utilité principale, c'est une réserve de valeur. Okay? Les gens y croient parce que certains pays où les monnaies sont inflationnistes, ils préfèrent transférer la monnaie dans le Bitcoin pour pouvoir conserver la valeur. Aujourd'hui, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin tourne autour de $40 000. Okay? Ça fluctue, mais c'est aux alentours de $40 000. Quelqu'un il transfère sa monnaie fiat en Bitcoin aujourd'hui. Dans un an, à $40 000, il sait que dans 1 an, 2 ans, il va récupérer autour de $40 000. Ça, c'est l'utilité du Bitcoin. L'utilité de l'Ether, c'est la possibilité de déployer des smart contracts sur la blockchain, c'est-à-dire du code qui s'auto-exécute avec les instructions qu'on lui a données. OK? Là, il y a des cryptos qui veulent
en termes d'utilité, remplacer des monnaies. Mais pour ça, il faut qu'elle soit capable de réaliser un certain nombre de transactions sur une journée. Et le benchmark qu'on a, par exemple, sur le nombre de transactions de Visa, environ, je crois, 100 ou 200 millions de transactions par jour. L'utilité en soi, maintenant, de l'ImoCoin Swap là, il se situe où? Quand on dit que les gens, la valeur du Bitcoin augmente, c'est parce que les gens utilisent, parce qu'ils veulent conserver la valeur. Les gens utilisent Ether, c'est parce qu'ils veulent exécuter des smart contracts. Les gens utilisent Solana, Elrond, c'est parce qu'on sait que ça peut servir de monnaie. Lui, sa part d'utilité, c'est quoi en fait? Il se place comme ça. Mais on peut également donner le contre-argument là que si on fait un marketing vraiment sérieux là-dessus, ça peut inciter les gens à utiliser aussi. Oui, on fait un marketing, mais il faut qu'il y ait une utilité. On a fait un marketing sur Shiba. Derrière, il n'y a aucune utilité. Et il y a tellement de coins qui sont mis de façon à ce que ça fera toujours chuter quoi qu'il arrive. Exactement. Dehors et ça va toujours faire chuter. Et qu'est-ce qui fait chuter un coin? C'est que les gens le vendent parce qu'ils n'en ont pas d'utilité. Ils n'ont pas d'utilité. Donc, c'est en fait, comme je dis, on bavarde. Il n'y a pas de valeur derrière, en fait. Il n'y a pas de valeur. C'est un cours qui est prévu dès le départ, ce que je dis. C'était assez clair que c'est comme ça qu'elle allait sortir de cela en envoyant tout le monde sur une crypto. C'était le moyen le plus facile pour lui de sortir. Aujourd'hui, quelqu'un peut retenir son Bitcoin parce qu'il sait que j'ai acheté mon Bitcoin parce que j'ai le Naira, je ne fais pas confiance au Naira. Et si je détiens mon Bitcoin, dans 2 ans, je vais le retirer. Je l'ai acheté à 40 000. Dans 2 ans, je vais le sortir environ à 40 000. Voilà une utilité. Exactement. Et aussi, Clark, pour rajouter un point sur ce que Clark disait, c'est que, vous savez, le Bitcoin, les gens même qui utilisent le Bitcoin, ce n'est pas les gens comme nous. Pourquoi je m'explique. Vous savez, entre le Canada et le Mexique et les États-Unis, avant, les trafiquants de groupe devaient ramener l'argent en espèces. C'était des millions et des millions qui se faisaient saisir. Donc, ces gens-là aujourd'hui, et ils préfèrent acheter des cryptos, le Bitcoin à 65 000, et quand ça d'une adresse et une autre adresse dans notre pays, ils retirent. Donc, leur argent ne fait plus bloquer dans les douanes. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, des gens même qui utilisent vraiment le Bitcoin qui achètent là, c'est des gens qui font des transactions que nous-mêmes, ce n'est pas notre niveau. Si on veut parler d'utilité, personnellement, pour moi, en tant qu'investisseur, l'ImoCoin n'a aucune utilité. C'est juste un simple jeton. Et de deux, je vais vous prendre un exemple de blockchain. Par exemple, la blockchain de Veracity. Veracity, ils évoluent, ils fonctionnent avec le Proof of View. Ils sont en partenariat, ils ont YouTube, ils ont Facebook. Le Proof of View, c'est quoi? Tout le monde qui regarde des vidéos sur YouTube, vous voyez des publicités qui défilent. Donc, YouTube, Facebook, ils perdent de l'argent parce qu'il y a des Indiens qui déploient les bots qui vont faire des fausses vues pour gagner l'argent, qui vont générer des fausses vues pour gagner de l'argent. Donc, du coup, Veracity a déployé un système, une blockchain qui permet, c'est un logiciel qui travaille maintenant avec Twitch, avec YouTube. Pour s'assurer que ce sont des personnes réelles qui regardent. Pour s'assurer que ce sont des vraies vues. Et Veracity, ils ont une utilité. Pourquoi? Parce que le monde de la publicité, c'est des milliards qui passent dans les bots que les Indiens déploient en fait. Vous pouvez voir, il y a des centres de bots en Inde, beaucoup, c'est des téléphones. Soit mettre une vidéo, elle aura 1000 vues en 1 seconde. Mais ce sont des bots qui le font. Donc Veracity, c'est ça leur utilité. C'est un exemple, hein. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc, n'allez pas investir là-bas. N'allez pas investir à côté de ça. Je vais organiser. Si on revient sur le point de l'utilité, prenons le cas de Shiba Inu qui a eu la plus grosse communauté et le plus gros marketing qu'on connaît. Okay? Les gens étaient... C'est irrationnel. Hein? Les gens ont été contents de faire du battage autour et d'acheter cette monnaie, la faire monter comme ça par plaisir. Il y a un gros marketing et c'est à partir 1 an après, parce que le mec qui crée sa monnaie, il crée comme ça en 1 heure, il la met, un jeu. Après, ça prend l'engouement que ça a pris. 1 an après, c'est 1 an après qu'il commence à se poser la question de l'utilité. Bon, maintenant, j'ai cette grosse masse, j'en fais quoi? Je rentabilise comment? Même le mec qui a lui-même créé ce truc, là, il n'est pas riche aujourd'hui. Hein. Pour lui, c'était une blague. Okay? Je rentabilise comment? Ils ont essayé de dire oui aux États-Unis, parce que ça a pris un très bon roulement aux États-Unis. Essayons de d'acheter, essayons de le mettre dans les magasins pour faire des achats. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Aujourd'hui, la monnaie a fait pchit.
Ouais. Donc, les amis, faites attention dans les investissements futurs. Je vais organiser les prochains lives là-dessus pour qu'on échange plus sur la question. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment un travail d'éducation. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans la communauté. Et, on a tous les experts, mais c'est qu'il faut éduquer au maximum. C'est ça qui pourra prévenir des prochaines, ce mois-ci, ce type de choses arrive, que les gens soient plus avertis. Et même si quelqu'un dit, écoute, je vais quand même couvrir le risque, c'est que moi, c'est un risque au moins mesuré pour que ce soit plus des risques sur un coup de tête. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir assisté à ce live et ceux qui sont également au niveau des commentaires, merci. C'était vraiment à la hauteur et il n'y a pas eu d'attaque de personne et je pense que c'est ça. Le plus important, c'est de tirer quelque chose. Moi également, j'ai appris beaucoup et je pense que c'est également le cas pour ceux qui sont derrière la machine. Donc, rendez-vous à dimanche. Je peux juste dire un truc. Je veux juste dire aux gens, lisez vos contrats. Tout à fait. Lisez vos contrats, les amis. Lisez le contenu de vos contrats. Donc, on se retrouve là dimanche. Je vais organiser dès 19h pour une autre émission sur la chose. Et puis, oui, Germain. Oui, je voulais te dire un dernier truc qui est très important, que les gens doivent savoir ici, c'est que du moment où quelqu'un vous fait acheter une action que vous ne pouvez pas vendre quand vous voulez, c'est que c'est une arnaque. Si c'est que quelqu'un vous dit, je vous fais acheter une action, il faut qu'il vous montre ses papiers comme quoi il est gestionnaire de fonds. Donc, ça veut dire, je prends un exemple. Moi, par exemple, j'achète, par exemple, l'entreprise, une action de Franklin. Je peux me réveiller même à n'importe quelle heure. Si je suis fâché, je vends. Si je suis content, je vends. Si je fais comme je veux. Du moment où tu dois acheter une action en passant par des gens, c'est quelque chose. Ce n'est plus d'investissement. Donc, peut-être que tu sais de quoi je parle. Parce que, comme il dit, prochainement, n'achetez jamais une action où quelqu'un vous dit, c'est moi qui vous dis quand vous allez vendre, ou bien c'est moi qui vous, avant de faire un retrait, vous me donnez l'autorisation. Moi, mon broker, si je veux l'argent tous les mois, je fais les retraits, même tous les jours. Même après ma séance de crédit, je fais les retraits. La prochaine fois, si je vous dis comme ça, vous demandez, écoutez, c'est quoi tes papiers, quel est le papier des autorités du marché dans le compte, la situation où tu te trouves, le contenant où tu te trouves, qui t'autorise à exercer dans le domaine. C'est le seul moyen de se protéger de ça. Sinon, le reste là, M. Chum peut comprendre qu'il va faire ceci, non. Le plus important, est-ce que tu es gestionnaire de fonds? Est-ce que tu es une plateforme de crédit? Point barre, c'est fini. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Germain. Les amis, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission sur la chaîne. Bonne soirée à vous. Bye bye.